Le coup tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés, des interviews et des previews. Le coup tordu, on se retrouve pour le 270e épisode du coup tordu. Je vous retrouve en solo pour cet épisode. On va analyser tous ensemble la troisième étape du Tour du Pays Basque 2025 qui a lieu ce mercredi 9 avril 2025. On se retrouvera également donc ce mercredi 9 avril. L'épisode sera disponible dans la soirée avec Latib et avec Phoenix pour la grande preview de Paris-Roubaix, voilà, du Paris-Roubaix 2025, un épisode très très attendu, l'un des épisodes les plus attendus de l'année. Mais donc voilà, là je vous retrouve en solo, on va analyser cette troisième étape du Tour du Pays Basque, mais juste avant, on va axer cet épisode, on va non pas faire une actualité vélo, mais cet épisode, on va l'axer sur le betting. Précisément sur le betting, on va parler betting et on va parler gestion mentale. Alors je vais l'assumer, dans le coup tordu, on se dit tout, voilà, on se raconte pas de la merde. Là, clairement, je suis dans un bad run. Voilà, je le dis, je l'assume, je le revendique, j'ai aucun problème avec ça. C'est déjà arrivé par le passé. Ça arrive, je pense, à n'importe quel mec qui joue, qui fait des paris sportifs. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que jouer avec excès comporte des risques. On ne fait pas n'importe quoi avec sa bankroll. Surtout, on fait du management de bankroll. Ça, c'est véritablement le plus important. Et puis surtout, quand on perd, on essaye surtout pas de doubler la mise pour se refaire, parce que là, vous allez littéralement payer des piscines à ceux qui travaillent dans les bookmakers. Alors, d'un point de vue comptable, on va parler comptable. Pour l'instant, l'année 2025 est pas catastrophique. On est à 68 unités de perdus depuis le début de l'année. Donc, sur une bankroll de 10 000 euros, ça fait 68 euros de perdus. Ça fait 34 euros sur une bankroll de 5 000 euros. Ça fait 17 euros sur une bankroll de 2 500 euros. Certes, c'est de l'argent. Voilà, je le dis pas, mais c'est pas non plus abyssal. Vous serez d'accord avec moi. Maintenant, ce qui m'emmerde et ce qui m'emmerde le plus, et je le dis souvent, plutôt que de se concentrer sur le résultat, il faut d'abord se concentrer sur l'analyse. Parfois, on peut avoir une bonne analyse et un mauvais résultat, et inversement, parfois on peut avoir un bon résultat en ayant une mauvaise analyse. Donc, il faut vraiment aller sur l'analyse. Et ce qui me chagrine le plus, c'est que sur la première étape, donc le contre-la-montre, l'analyse était déjà foireuse, notamment l'analyse sur Ethan Hayter. La prise de décision était pas bonne parce que finalement, j'ai envie de dire, le fait de choisir le field de McNulty était clairement le bon jeu. Moi, je comprenais pas pourquoi il était favori à 1,66. On avait un field supérieur à 2, donc le vrai bon jeu, c'était le field de McNulty, mais la prise de décision n'était pas la bonne. Donc j'ai envie de dire que le jeu était mauvais, l'analyse sur Hayter était mauvaise, mais l'analyse était pas complètement foireuse. Là, par contre, pour la deuxième étape, l'analyse était totalement à chier de A à Z, du début à la fin. Alors, les erreurs que j'ai faites sur l'analyse de cette étape-là, voilà, de manière très claire, c'est que j'ai pas pris le pouls du peloton. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que si vous mettez l'un des monsters au départ de la start list de ce Tour du Pays Basque, par exemple Mathieu Van Der Poel, je pense que quand Mauro Schmidt essaye un petit peu de casser les jambes de Caleb Ewan dans le petit faux plat montant à 15 bandes de l'arrivée et que personne n'embraye et que personne prend le relais parce que Caleb avait perdu des places, on a vu les Ineos par avoir un instant de panique, mais bon, ça s'est retourné, puis derrière on l'a ramené tranquillement au sein du peloton. Ils ont fait absolument ensuite ce qu'ils voulaient. Voilà, si on avait eu un de ces monsters au départ de la course, je pense qu'on n'aurait pas eu le même scénario. Maintenant, quand on retire les monsters d'une start list d'une course, le cyclisme devient pratiquement un autre sport. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a vu dans l'étape d'aujourd'hui ? On a vu toutes les équipes finalement qui ont géré, j'ai envie de dire un petit train-train, c'est facile à dire dans son canap, mais au final ça a été une étape relativement contrôlée. Les Ineos ont fait à peu près ce qu'ils avaient envie de faire, ça gênait pas le peloton de voir Caleb Ewan reporter l'étape, et finalement chacun est venu prendre ses petits points UCI à droite à gauche. On a l'Intermarché qui fait top 3 avec Tom Paco qui lui a amené le sprint, qui est hyper content d'avoir fait ça, et c'est beau à voir, c'est très très beau à voir.
Bastien Tronchon qui s'amuse et qui va sortir un top 3 sur le sprint. Alors ceux qui l'avaient, respect. D'ailleurs, il y en a qui avaient analysé également que Alaphilippe aurait peut-être pu participer au sprint massif. J'avoue que c'est quelque chose que j'avais pas analysé sur la preview d'hier, mais je trouvais vraiment que c'était pas con et pas bête du tout au niveau de l'analyse. Donc voilà, j'ai envie de dire, chacun a fait sa comptabilité, chacun a pris ses petits points UCI. Caleb a remporté l'étape, j'ai envie de dire, sans trembler, et je pense que ce qu'a fait Caleb aujourd'hui ne fait pas non plus trembler Tim Merlier, Jonathan Milan, Olaf Koy, ou pas même un Moschetti, mais ça le remet en confiance. Il n'avait pas gagné en World Tour depuis quelques temps, il y a 6 semaines il n'avait pas d'équipe, moi honnêtement je le voyais pas du tout revenir à ce niveau-là. Encore une fois, on n'est pas revenu sur le grand Caleb Ewan, mais ça le met en confiance, lui et son équipe. Et la réalité, c'est que je suis pas en train de critiquer le peloton, les coureurs ou le DS. Hein. Eux, ils ont un travail à faire, ils le font et ils ont fait le travail qu'ils avaient à faire aujourd'hui. Celui qui a été à chier aujourd'hui sur l'analyse, c'est moi, parce que je n'ai pas pris ces critères en compte. Et ça, c'est une énorme erreur. Et plus que le bilan comptable, c'est plus ça qui m'emmerde. Voilà, ce qui m'emmerde le plus, c'est d'être totalement à côté des analyses. Alors dans ce cas-là, quand on est dans un bad run, l'idée c'est d'essayer d'en sortir bien évidemment le plus rapidement possible. Donc là, on cherche un petit peu à revenir à la base, on essaye de comprendre les erreurs, on essaye aussi de voir mentalement ce qui va pas. Mon dernier gros bad run, c'était au mois d'août 2024. On avait fait un début de Vuelta qui était catastrophique, un très mauvais Tour de Pologne. Le Tour de Pologne est aussi très très dur. Et voilà, derrière, on avait bien terminé la saison avec un joli mois de septembre. Voilà, bon, le mois d'octobre, il y avait une course, on va dire que ça compte pas réellement. On avait rien mis quasiment sur le Tour de Xanxi. Là où je vois aussi qu'il y a bad run, c'est que non seulement dans le betting, depuis le début du mois de mars, ça va pas, mais alors sur Side Limit, c'est pareil. Sur Side Limit, j'en touche pas une. Je crois que j'ai fait $4 de gain sur les 5 dernières semaines. Ça veut dire aussi que le niveau augmente, que les managers sont bons. Mais moi, de mon côté, je prends de mauvaises décisions sur Side Limit. Là, j'ai fait un petit top 3 sur une Ligue 2. J'étais gratté une petite reward Kate Backmore, sprinter des projets échelons. Bon, toujours sympathique sur le Tour de Beauce et sur les courses nord-américaines. C'est un mec qui va aller claquer des étapes. Si son équipe fait le Tour de Guadeloupe, il peut aussi gagner des sprints, mais bon voilà, dès qu'on le voit sur des courses on va dire européennes, il disparaît un petit peu. Il a fait un bon prologue l'autre jour là, je crois, sur une course en Grèce. Enfin voilà, toujours sympa à prendre, mais voilà, sur Side Limit pareil, j'ai jamais été aussi mauvais qu'en ce moment sur Side Limit. Alors pour sortir de ce bad run, alors déjà l'étape 3 du Tour du Pays Basque, je l'ai charbonné. Voilà, je l'ai charbonné, je l'ai étudié, je l'ai analysé. Alors je dis pas que ça va passer, ça va peut-être pas passer, mais quand on veut sortir d'un bad run, il y a qu'une seule chose à faire. Il y en a pas 40, c'est le travail. Vous n'avez rien d'autre à faire. Analyser, suranalyser, vous reposer des questions, des questions, trouver des éléments factuels pour coller à votre analyse. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est uniquement et seulement le travail. Bon, ensuite, avant de faire le podcast, je fais une bonne séance de sport. D'ailleurs, j'ai vu Dorado, voilà, grand parieur, plutôt spécialisé sur le basket. Ah, lui, il est plutôt dans une approche, on va dire, assez professionnelle des choses. Moi, dans le coup tordu, je suis absolument pas professionnel. Je rappelle qu'en 2024, on a dégagé un ROI de 7,96%. Ça faisait 232 € de bénéfices qu'on a versé au Téléthon. Les approches, elles restent, on va dire, assez symboliques. On veut gagner, mais on est plutôt, on va dire, dans du divertissement, passer du bon temps avec vous, essayer de gratter un petit billet. On reparlera de tout ça un petit peu plus tard dans le podcast. Pourquoi je fais ce podcast et jusqu'où je veux l'amener et pourquoi je veux l'amener jusqu'à cet endroit-là. Mais voilà, on n'est pas là pour brûler les bookmakers ou pour vous vendre du rêve ou pour raconter n'importe quoi. Donc Dorado, lui, il est plus dans une approche professionnelle et j'ai vu une de ses publications passées. Je le connais pas personnellement, mais il expliquait qu'avant de préparer ses bêtes, il faisait voilà des séances de sport pour être, on va dire, mieux dans sa tête. Donc travailler ses analyses, bosser et aussi essayer de se vider la tête, faire une bonne séance de sport, c'est aussi quelque chose qui peut vous amener à prendre de meilleures décisions en fonction de vos analyses. Alors j'ai fait une autre erreur dans la gestion mentale ces derniers jours et ces dernières semaines, et c'était toujours quelque chose une erreur que je m'étais promise de pas faire.
J'en avais parlé d'ailleurs dans le podcast et je sais pas pourquoi je suis tombé là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je vous avoue que je m'en veux, mais alors je m'en veux énormément et je vais corriger ça énormément. Je vais corriger ça tout de suite. C'est donner de l'importance aux réseaux sociaux. Et ce matin, je me suis pris malgré moi au réveil. Voilà, j'étais mal luné ce matin. Ça arrive. Bon là, je vous rassure. Hein, là, j'enregistre le podcast. Je suis en pleine forme. Et je me suis pris la tête sur X, sur Twitter pendant une petite demi-heure, alors que j'aurais pas dû. Et je vais le dire de manière très claire. En plus, c'était un tweeto que j'aimais bien. Maxime, si je suis un goal-but et si tu estimes que je fais une promotion stalinienne de Side Limit dans le coup tordu, n'écoute pas le podcast. Voilà, j'ai rien contre toi, mais va écouter autre chose. Vraiment, va écouter autre chose. Me reprocher de faire une propagande stalinienne de Side Limit dans le coup tordu, c'est comme reprocher à... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu dire à Magic Mehdi sur Média Sorare? Dans ces cas-là, il faisait une propagande de quoi? Moi, le podcast, le coup tordu, hein, si vous reprenez l'épisode 0 du coup tordu, vous comprendrez pourquoi on fait le coup tordu. Le coup tordu, j'aurais pu aussi appeler ça Média Side Limit. Ça aurait pu. Je changerais pas le nom du coup tordu, mais j'aurais pu aussi l'appeler comme ça. S'il y avait pas Side Limit, il y aurait pas le coup tordu. Alors après, j'entends les arguments, je comprends que certains n'aiment pas Side Limit, j'ai aucun problème avec ça, mais vraiment aucun problème. Même ceux qui arrivent en argumentant que c'est un Ponzi et que finalement les gains des premiers arrivants vont être financés par ceux qui vont arriver derrière et ainsi de suite. On peut en débattre, j'entends l'argument, il y a absolument aucun souci là-dessus. On peut discuter aussi du fait qu'un jour Side Limit se crache. Alors voilà, l'un des arguments qui revient, c'est le jour où les sharks vont se barrer. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sharks sur Side Limit. Ils vont pas partir, il y en a pas. Voilà, pour l'instant, tout le monde est venu avec des mises et des bankrolls assez raisonnés et raisonnables sur ce que je vois. Et c'est pour ça que le jeu reste raisonné et raisonnable. Et ça n'empêche pas d'avoir des nouveaux managers qui percent. Le meilleur manager sur la Ligue 3 et depuis le début de l'année 2025 et il perf aussi en Ligue 2, il arrive en Ligue 1 et vous l'entendrez prochainement dans le podcast, on aura l'occasion de le découvrir, il s'appelle Francesco, il est arrivé dans le jeu il y a quelques semaines. Donc de manière factuelle, si on s'intéresse à Side Limit, les scénarios qu'on a pu voir sur Sorare, à savoir les galeries qui se sont totalement écroulé parce que Sorare a multiplié à l'infini le nombre de cartes et le nombre de managers n'a pas suivi. Pour l'instant, Side Limit prend le chemin inverse. Alors après, encore une fois, je peux me tromper. Side Limit, je le dis, je le redis, c'est un jeu, c'est pas un investissement. Il y aura quelques gagnants et il y aura aussi beaucoup de perdants. Donc on joue ce qu'on peut se permettre de perdre. Après, il y aura aussi quelques gagnants. Voilà, si vous êtes bon en scouting, si vous alignez des bonnes équipes, c'est pas non plus interdit de gagner. Mais il y en a aussi qui vont perdre. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle un jeu. C'est comme au poker. Au poker, il y a à peu près 10-12% de gagnants. Il y a 2%, je pense, de très gros gagnants. Et le reste, c'est des perdants. Ça s'appelle un jeu. On vient aussi vivre une expérience. On vient aussi sociabiliser. On vient aussi, on rentre dans une communauté. On partage, son expérience. On discute, on s'amuse. Mais ça reste un jeu. Et vous pouvez rentrer avec 0 sur Side Limit et jouer de la Ligue 4. Vous pouvez rentrer avec 30, 40, 50 balles et faire de la Ligue 3 absolument sans aucun problème. Et voilà. Et il y en a qui ont envie de mettre un petit peu plus, pour essayer de voir ce que ça donne. Et encore une fois, on joue ce qu'on peut se permettre de perdre. Donc, voilà, pour conclure, Maxime, si t'estimes que je suis un goal but et que je fais une propos stalinienne, va voir ailleurs si j'y suis. Ça me pose absolument aucun problème. Et pour terminer, pareil, un autre hater, qui est sur mes côtes depuis quelques semaines. Je pensais pas en arriver là, mais j'ai fini par le bloquer. Je vous le dis, c'est Gilbert Bribois qui en parlait il y a pas très très longtemps. C'est-à-dire que prendre des bouts d'émissions, n'importe quelle émission, en prendre 10, 15, 20, 30 secondes et les balancer derrière sur le net, c'est la meilleure manière de vider de son sens le propos de quelqu'un. Donc toujours faire très très attention à ça, y compris sur les interviews, parce que quand on écoute les interviews en entier et qu'on ressort des petits bouts, très souvent ça a pas grand chose à voir. Et ça, c'est valable partout. Et généralement, quand vous avez, pas généralement, mais voilà, moi j'ai quelqu'un sur les côtes et faire ça, c'est
essayer de rentrer dans ma tête et c'est le faire de manière malveillante et pour essayer de voir, pour le plaisir de voir le cou tordu se cracher. Et je suis un peu rentré dans le jeu, voilà, et ça là-dessus, voilà, je me suis laissé un peu avoir mentalement. Donc voilà, à partir de là, j'entends les arguments, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord. Voilà, pareil, un mec qui est arrivé sur les réseaux sociaux en me disant que je dégommais Sorare et que je mettais en avant Side Limit et que c'était simplement du copinage. Moi, Valentin Gauss, avant le coup d'envoi de Side Limit, Valentin, je le connaissais pas. Je l'ai jamais rencontré, Valentin. Et en dehors des échanges qu'on a pu avoir à la fois dans le podcast et en dehors du podcast sur son jeu, Valentin, je le connais pas. Et d'ailleurs, je mets au défi quiconque, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut tout savoir, de trouver une relation entre Valentin et moi, ou un contact de Valentin et moi, sur les réseaux sociaux, avant le début du coup tordu et avant le début de Side Limit. Il y a pas de copinage. Valentin, je le connais à travers Side Limit et il me connaît à travers le coup tordu. C'est tout. Donc voilà, maintenant je l'assume, hein, c'est un projet auquel je crois, je pense qu'on peut s'amuser, on peut s'éclater dessus, et voilà, je pense qu'il y a toute une communauté de joueurs qui sont très très contents de Side Limit. Et encore une fois, ceux qui n'aiment pas Side Limit, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, je vous le dis, dans le coup tordu, vous allez en boire, en manger, en entrée, en plat et en dessert. Ça, de toute façon, c'est assumé depuis l'épisode 0 et on est aussi là pour ça. On va basculer donc après tout ça sur cette troisième étape du Tour du Pays Basque 2025. Alors je vous le dis, hein, cette étape, je l'ai analysée cet après-midi. Je l'ai analysée avant la victoire de Caleb Ewan parce que je vous avoue, quand j'ai vu le petit train-train qui était mené dans le peloton avant l'arrivée et que le scénario, la course que j'avais imaginé n'était pas du tout celle-ci, j'ai vu arriver la victoire de Caleb. Alors au niveau du parcours, alors c'est très proche de la Classica San Sébastien dans l'esprit, hein. Voilà, le Tour du Pays Basque, évidemment. On a 7 ascensions, troisième et deuxième catégorie, donc ça fait quasiment que monter et descendre. À chaque fois, on a des très très gros pourcentages. À la mi-course, on a quand même une ascension de 9 bornes à 6,7% de moyenne, qui pourrait être une occasion de durcir la course. On sera quand même à 100 bornes de l'arrivée. Et on a surtout 2 ascensions finales. Alors la dernière ascension, dont le sommet sera jugé à 6 km de l'arrivée, c'est un mur. Voilà, c'est pas très long, ça fait 1,5 km, mais on est sur du 10% de moyenne. Et le début de l'ascension, les 600 premiers mètres, c'est terrible, hein, on est sur du 15-20%, c'est vraiment typique du Pays Basque. Et en amont de cette ascension-là, on va avoir une quarantaine de kilomètres de plat, et avant, il y a une autre grosse ascension de 2,3 km à plus de 11% de moyenne, donc vraiment ça va brûler les pattes, bien évidemment. Alors donc en gros le scénario, alors à la vue du pouls du peloton, l'échappée matinale, je pense qu'elle devrait se constituer assez facilement, même si UAE a les outils pour essayer de foutre le feu dès le début de la course. Je le vois pas comme ça. Je pense qu'on aura une échappée pas publicitaire, mais une échappée qui va partir assez vite et qui aura peu de chances de gagner. Et par contre, en revanche, on a des ascensions, vous savez, hein, ces cols, ces ascensions du Pays Basque où les routes sont véritablement très très étroites, et au niveau des équipes, il faudra absolument une énorme guerre de placement en amont de ces ascensions. Pour ça, il y a des équipes qui sont spécialistes, hein, guerre de placement. Les Ineos, par exemple, hein, sont très très bons dans l'exercice. Niveau météo, on aura un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, à savoir très très peu de vent et un joli petit soleil et des températures agréables. Donc, globalement, tout devrait jouer dans la toute dernière ascension, hein, cette fameuse ascension dont le sommet sera jugé à 6 bornes de l'arrivée. Alors, guerre de placement très très importante avant cette ascension, parce qu'il y aura un virage juste avant de monter. Il faudra être absolument bien placé au pied de cette ascension qui est terrible. Et y a un gros favori qui se dégage, hein, énorme favori. D'ailleurs, la cote est sortie sur le Bookref à 3,5, elle est descendue à 2,5. L'énorme favori de l'étape s'appelle Thibaut Nice. Alors pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi je vais pas aller sur Thibaut Nice. Alors
vu qu'en ce moment je suis tout à l'envers, je vais vous dire prenez-le. Voilà, faites l'inverse de ce que je dis. Mais pourquoi je vais pas aller sur Thibau Nys? Alors je vais pas non plus prendre son field, je suis pas un malade. J'ai cherché un petit peu Thibau Nys. Alors il a gagné le Grand Prix Miguel Indurain le week-end dernier. Le Grand Prix Miguel Indurain, la dernière ascension, on était plutôt sur des pourcentages à un chiffre. Là, sur la dernière ascension, on est sur des pourcentages à 2 chiffres. Donc pourcentage à un chiffre, plutôt gros plateau, ascension qu'on peut monter en force. Pourcentage à 2 chiffres, on arrive plutôt sur du petit plateau. Donc c'est plutôt quelque chose qui est favorable, on va dire, un petit gabarit typé grimpeur puncher. Voilà, vous pensez par exemple à Lenny Martinez ou à Porito, à Joaquim Rodriguez. Donc c'est un petit peu ce profil que je vois. Alors je me suis demandé, Thibau Nys, sur ce type d'ascension, on va dire à 2 chiffres, qu'est-ce que ça peut donner? Et je suis remonté pas très loin. Je suis remonté sur le dernier Tour de Pologne, où il avait remporté la 6e étape, où on avait effectivement une ascension de 1,8 km à l'arrivée, à 7,3% de moyenne, où on avait sur le pied de l'ascension des pourcentages assez terribles. Et je me suis remis le replay de l'étape. Rappelez-vous, il y a Vingegaard qui était de la partie. On a une attaque de Yanis Boissard qui se fait reprendre à 300 mètres de l'arrivée. Et sur toute la partie, on va dire des pourcentages à 2 chiffres, qui est un petit peu similaire à ce qu'on va avoir dans le pied de l'ascension sur l'étape de ce mercredi. On va dire quand on est sur les pourcentages à 2 chiffres, Thibau Nys, il a failli se faire péter, quoi. C'est-à-dire il y avait 10-12 coureurs qui étaient devant lui. On n'avait pas un immense Jonas Vingegaard qui a remporté ce Tour de Pologne un petit peu à l'arrache, qui avait arrêté, qui avait coupé pendant 5 jours, qui avait pas fait de vélo après le Tour de France, et qui d'ailleurs a arrêté sa saison après le Tour de Pologne. Mais il était vraiment sur les gros pourcentages, il était vraiment au rupteur. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que à la fin des gros pourcentages, on était à 1,5 km de l'arrivée. Ça s'est un petit peu regardé, il a fallu que ça se réorganise au moment de l'attaque de Yanis Boissard. Et sur les pourcentages à un chiffre, Thibau Nys a pu réintégrer ce groupe de 10-15 coureurs, et derrière au sprint il n'y a pas eu photo. On était plutôt sur une petite partie plate pour l'arrivée, on va dire en faux plat montant. Il a allumé, il a mis 3 vélos à tout le monde, et il les a littéralement fumés. Alors est-ce qu'il était en gestion sur ces gros pourcentages? J'ai pas l'impression, parce que sur ce type de course, vaut mieux rester dans les roues que de rester 30 ou 40 mètres derrière. Il y a toujours un effort pour se replacer. Mais voilà, ça me fait dire que sur de très gros pourcentages, Thibau Nys est prenable, et c'est aussi pour cette raison que je le mets pas dans le jeu. Alors s'il gagne l'étape de ce mercredi, je le mettrai dans le jeu pour la Flèche Wallonne, mais c'est pour cette raison que je ne le mets pas dans le jeu. Je ne le mets pas dans le jeu pour la Flèche Wallonne. Moi, ce qui m'intéresse sur cette étape du Tour du Pays Basque, c'est d'essayer de profiler un vainqueur. Voilà, j'essaye de revenir à la base et de profiler un vainqueur. Et la question à se poser, c'est est-ce que le coureur qui va arriver en haut du petit talus final, est-ce que ce coureur va gagner la course s'il est isolé? Moi je pense, alors la descente derrière elle est absolument pas technique, donc voilà, en bas de la descente, il restera quoi? Il restera à peu près 2 km à faire. Allez, 3-4 km de plat. Moi je pense que si un coureur arrive avec 15-20 secondes en haut du talus, le temps que tout le monde descende, qu'on fasse le point, que ça se réorganise avec les équipiers, je pense réellement que avec 15-20 secondes d'avance en haut du lac Zakomendi, je pense qu'on peut aller clairement au bout. Donc pour moi, on est sur un profil, j'en parlais tout à l'heure, un petit peu à la Porito, un petit peu à la Lenny Martinez, à savoir un poids très léger qui va réussir à se détacher dans les gros pourcentages. Et pour moi, alors un mec aussi qui va être placé au pied du talus. Et pour moi, il y a un profil, il y a un coureur qui me plaît énormément. Il s'appelle Ben Illy. Ben Illy, alors à condition, et Ben Illy, si t'écoutes le podcast, si t'écoutes le coup tordu, à condition qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur avec Ben Illy, c'est qu'il est complètement capable de se faire sauter la caisse dans l'avant-dernier talus à 50 bornes de l'arrivée. Donc, si jamais quelqu'un du staff d'IF m'écoute, Ben Illy, calme-toi, voilà, essaye d'arriver placé en bas de la dernière ascension. Sur tes qualités de puncher et sur ton rapport poids-puissance, tu peux tous les éclater sans problème. Donc Ben Illy,
reste calme et fait all-in dans cette dernière ascension. Pour moi, sur la start list, c'est celui qui a le profil et qui a les qualités qui collent le plus à cette ascension. Il y a un deuxième profil qui est aussi intéressant dans l'idée, et je vais vous expliquer pourquoi je le prendrai pas et pourquoi je vais également mettre un bet contre lui. Un petit peu contradictoire, mais c'est comme ça. C'est Santi Buitrago. Alors Santi, de manière globale, on va dire sur son A-game, au top de sa forme, je serais parti sur Santiago Buitrago. Maintenant, son équipe a communiqué en début de semaine. Il est en phase de reprise après son abandon sur Paris-Nice. Et du côté de la Bahreïn, on a un leader qui est clair, net et précis. Il s'appelle Pello Bilbao. Et Santi est en phase de reprise et il sera au service de Pello Bilbao. Et à partir du moment où on a cette info-là, moi, il y a un deuxième pick, un deuxième bet qui m'intéresse, c'est que Santi Buitrago est proposé en match-up contre Ben Tullet, et je vais prendre Ben Tullet qui est actuellement dans une forme intersidérale. Il a fait une campagne en Italie qui était vraiment incroyable, à la fois sur la Coppi Bartali et à la fois sur Milan-Turin où il aurait pu gagner la course sur Milan-Turin. Il s'est mis un CSC un petit peu contre lui-même. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait alors est-ce que Kuss est là pour jouer un vrai truc au classement général? Je suis pas sûr. Moi je pense que Kuss, Tullet, voire Calderman, c'est un petit peu à égalité au départ de cette course-là. On est plutôt là pour jouer les coups. Donc Ben Tullet, j'ai pas de doute sur la forme. Donc quand je vois le match-up de Ben Tullet à 2,75 contre un coureur qui est en phase de reprise et qui est pas leader de son équipe, moi j'y vais tous les jours. Donc je prends le match-up Ben Tullet devant Santi Buitrago. On est sur du 2,75 et la bankroll ça sera 0,20. Benili, la cote est autour de 25, donc la bankroll ça sera 0,02% de bankroll, donc c'est 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros. De toute façon, pour connaître les mis, c'est assez simple. À chaque fois, on essaye de viser 50 euros de gain brut. Donc vous prenez 50 euros de gain brut et vous le divisez par la cote. Donc si on a une cote à 25, pour viser 50 euros de gain brut sur une bankroll à 10 000 euros, ça veut dire qu'on met 2 euros. Parce que 2 fois 25 égale 50. C'est assez simple. Pour le top 3, on prendra un top 3 également, on couvrira. Alors j'ai pas encore les top 3, je pense que on va avoir du 5 peut-être. Allez, 5 pour le top 3 de Benili. Donc si on a du 5, ça sera 0,1% de bankroll. Si on a du 8, ça sera un petit peu moins. Voilà, à chaque fois, vous l'avez compris, vous savez comment on ajuste la cote et comment on joue dans le coup tordu. Au niveau des bêtes, moi au niveau des bêtes sur cette étape, ça n'ira pas plus loin. Après, bien évidemment, il y a d'autres profils qui peuvent correspondre et qui peuvent faire quelque chose. Joao Almeida, j'ai peur que ça soit un petit peu court pour lui. Attention au petit Igor Arrieta qui est vraiment très très en forme. Del Toro. Pourquoi pas là c'est très homogène du côté des UAE. Est-ce qu'on a affaire à du grand McNulty? Je vous avoue que je sais pas vraiment. Thibaut Nice, moi j'ai aussi l'interrogation Skelmoseux. Est-ce qu'on va pas jouer aussi Mathias Skelmoseux? Ça c'est parce que Skelmoseux peut aussi très très bien s'en tirer sur ce type de profil. Pello Bilbao, la victoire au top 3, je serais absolument pas surpris. Si ces petits trains-trains, Aramburu a déjà fait top 10 sur la Classica San Sébastien. Donc Aramburu, ça serait pas en top 10, ça serait pas non plus délirant. Top 3, je serais quand même beaucoup plus surpris. En tout cas, il va jouer crânement sa chance, évidemment. Il y a une belle triplette, on va dire, il y a une équipe de dingue du côté de la Red Bull. Lipovic, alors Dan Felipe Martinez, ça peut aussi être très fort sur ses gros pourcentages. Roger Adria, ça serait pas non plus une surprise. Vlasov peut être aussi très très bon dans ce genre de situation. Finn Fisher Black pareil, et Maxime Van Gils aussi. D'ailleurs, Van Gils c'est le deuxième favori de l'étape. Donc ils sont quasiment 6 à pouvoir faire podium. Ça va être très compliqué de s'organiser du côté de la Red Bull Bora. J'aimerais pas être le DS dans le bus le matin qui va dire bon les gars, vous jouez pour un tel ou pour un tel. Ça va être compliqué de dégager quelqu'un. Victor Lafay peut être une très très bonne carte du côté des décathlons. Mas est pas ridicule sur ce genre d'ascension. On a l'animal également, Pablo Castrillo, qui a fait aussi plutôt un bon chrono. Donc Benili, moi aussi, ce que je trouve bien du côté des IF, c'est qu'au moins c'est clair quand on prend la start list, on va jouer pour Benili, bien évidemment, il y a pas de problème. Alors Only aussi, c'était un petit peu mon deuxième choix sur cette étape-là pour les pique-niques. Après, j'ai peur de l'équipe. Voilà, j'ai peur de son équipe, j'ai peur du placement pour Oscar Only, mais en soi, sur le profil, c'est quelque chose qui lui correspond bien. À la Total Energy,
dit, Jordan Jegat sait parfaitement gérer ce genre de mur. Donc Jordan sur un top 10, ça serait pas non plus complètement délirant. En tout cas, il sera pas loin du compte. Charlman, dans ses grandes années, ça aurait pu, mais là j'ai quand même un peu plus de doute. Bon, je vous dis ça se trouve il va remporter l'étape. On a Terli également de la Jayco, vététiste. Alors ça correspond, lui aussi ça colle au profil. Après c'est sa première saison en pro. Est-ce qu'il va avoir le placement? Est-ce qu'il va avoir le sens de la course? Sur la Loup-la-Tour, il était pas du tout ridicule, mais ça peut être aussi une grosse surprise sur cette étape-là. Et puis enfin, on va terminer avec eux, la Tudor, parce qu'il y a quand même une triplette, une doublette qui est intéressante. Bon, triplette parce que Yanis Voisard, c'est aussi un peu sur ce type de mur qui tire le meilleur de son rendement. Il avait déjà battu d'ailleurs il y a 2-3 ans, rappelez-vous, Marc Hirschi sur un mur un peu similaire sur le Tour de Hongrie. La doublette Hirschi Alaphilippe. Alors je vous avoue que Hirschi, j'ai des mini doutes sur la forme. J'ai peur aussi du placement. Mais Hirschi, quand il arrive dans un petit groupe, il se trouve rarement. Donc Hirschi, ça aurait pu être sur cette étape-là mon 3e ou mon 4e choix. Je l'ai mis dans une ligue sur Side Limit, donc je mets pas tous mes œufs dans le même panier. J'ai sa carte euro sur Side Limit. Donc Marc Hirschi, c'est un pic qui est intéressant. Et Loulou, Julien, ça aussi, c'est une ascension qui fait partie de son A-game. Alors un grand Loulou. Pourquoi pas, si ça se regarde un peu dans l'ascension, c'est pas Alaphilippe, je l'écarte pas complètement du jeu. Voilà, je l'écarte pas parce qu'encore une fois, on n'a pas une start list qui est monumentale. On aurait du Roglic, du Pogačar, même du Vingegaard en forme ou du Remco, je vous dirais Julien oublié. Maintenant, je pense qu'au départ de cette étape, Julien, il va se dire si quelqu'un doit gagner, pourquoi pas moi. Alors, il va pas mettre 20 secondes à tout le monde dans l'ascension, mais en tout cas, je suis sûr et certain qu'il va jouer crânement sa chance. Donc, je vous rappelle donc le récap de mes pronostics pour cette 3e étape du Tour du Pays Basque. Donc la victoire de Benili, la cote à 0,02% de bankroll. Dès qu'on aura les top 3, on couvrira avec un top 3 et le match-up de Ben Tulette devant Santiago Buitrago. On a une cote, alors j'ai pas encore pu la prendre, j'ai vu que sur le Bookref elle était à 2,75 à peu près. Bon, ça va baisser parce que je l'ai donné dans le podcast. On sera sur du 0,20% de bankroll pour Ben Tulette devant Santiago Buitrago. Merci pour vos retours, parce que j'ai parlé des haters évidemment, mais voilà, j'aurais dû commencer par ça. Voilà, vous remercier pour tous les messages que vous envoyez pour le podcast, messages privés, messages bienveillants, même quand ça va un petit peu moins bien, toujours des messages sympas, des messages d'encouragement. Et puis dans ces cas-là, c'est là aussi où c'est important de discuter, d'échanger. Moi, vos retours, vos avis me sont importants. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses, encore une fois, dites-le, n'hésitez pas à le dire. Je suis là aussi pour ça et c'est quelque chose que j'attends, plutôt que d'avoir un troll qui récupère un bout du podcast où je dis de la merde et regardez, il est nul, vous savez, ça me dit un petit peu penser à, je sais pas, les mecs à l'école qui quand ils se mettent sur votre gueule, enfin voilà, ça s'appelle du harcèlement numérique. Ça a pas de nom, ça porte pas bon. Après, je le vis très bien, je m'en fous, mais encore une fois, voilà, je m'en veux d'avoir donné trop d'intérêt à ça et on ne m'y reprendra plus. On se retrouve donc ce mercredi soir avec Thibaut et Enzo. On reparlera du Tour du Pays Basque. Ah oui, un petit mot également, petit mot important j'allais oublier. Il y a aussi le Grand Prix de l'Escaut avec certains qui peuvent parier dessus. Alors, je vais pas y aller encore une fois parce que voilà, je vais vous donner le bet que j'aurais pris si j'avais eu un bet à prendre. Je vais pas y aller parce que en ce moment, voilà, je suis un peu à l'envers. Mais je trouve que alors Grand Prix de l'Escaut, il va y avoir du vent. On rappelle, on part des Pays-Bas, on arrive en Belgique, on va plutôt avoir des phases totalement à découvert avec du vent 3/4 d'eau, avec du vent de dos également pour rallier l'arrivée en Belgique avant de tourner. Voilà, là, et on reprendra du vent de face dans le final, mais enfin il y a largement de quoi créer des bordures. Donc c'est une course, quand il n'y a pas de vent, c'est un petit sprint tranquille pépère. Dès qu'il y a du vent, on peut avoir des bordures et en plus il y a de la pluie, ça peut partir dans tous les sens. On se rappelle Alexander Christophe qui l'avait emporté en solitaire, c'était il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc là il fera beau, il y aura beaucoup de vent et moi il y a un match-up qui me plaît bien, c'est Matteo Moschetti devant Sam Welsford. J'aurais plutôt inversé les cotations. Voilà, Moschetti qui est à 2, Sam Welsford qui est à 1,71. Moschetti en ce moment, si vous l'avez vu sur le Tour d'Hélas en Grèce, il vole littéralement. En plus sur le Tour d'Hélas, il y avait Groenewegen
Hagen en face, il lui a fait la misère du début à la fin. J'ai l'impression que Moschetti est dans la forme de sa vie et depuis le début de la saison. Welsford, il y a eu un très très bon tour de under. Depuis, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, Sam Welsford, il arrive aussi avec le bonus Danny Van Poppel, mais Danny Van Poppel, on l'a déjà vu aussi jouer sa carte et faire des choses sur ce Grand Prix de l'Escaut. Donc si ça part en bordure, je vois pas Moschetti se faire piéger parce qu'il est très très bien en ce moment. À l'inverse, Welsford, voilà. J'ai quand même beaucoup plus de doutes. Donc voilà, si j'avais un avis à donner sur ce Grand Prix de l'Escaut. Après, il y a aussi Pavel Bittner contre Alberto Dainese. Alors, la cote me plaît pas énormément, hein, c'est 1,58, mais Alberto, clairement, ça va pas. Clairement, il y a un problème. Je sais pas si la Tudor va aligner pour le Tour d'Italie. On en reparlera avec Enzo. Un petit peu parlé avec lui en privé. Pour lui, il est incontournable pour le Giro. Maintenant, il est comme moi. Alberto Dainese, il est au sprint, ce que je suis en ce moment au Paris Cyclisme. Il met toutes les balles à côté. Donc Alberto, tu vas peut-être te reprendre. Moi aussi, je vais me reprendre. Donc voilà, mais Bittner face à Dainese semble aussi. J'irais pas. Voilà, s'il y avait une cote à 1,8 par exemple, j'aurais plutôt eu tendance à y aller. Là, j'irai pas. Voilà pour le coup tordu, les amis. Et donc, on se retrouve pour l'épisode 271 avec Latib et Phoenix. Merci, les amis. N'oubliez pas aussi les previews d'Enzo sur son site The Big Gear. Et Thibaut, vous le retrouvez sur son compte Twitter X, Thibaut Chambre.